le symbole de notre force, c'est le président Ouattara. Parce que, comme je le dis, on se réfère toujours aux années 90. Le président Ouattara, il nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux quand, je me rappelle, au meeting, quand il était candidat, au meeting de Danyama, le président Ouattara a dit vivons ensemble. Le vivre ensemble, c'était le thème de sa campagne, le vivre ensemble. Non, oui. Lorsque Gueye a... Non, c'était en 2000. Le vivre ensemble. En 2000, oui. Oui, le vivre ensemble, oui, c'était pour la pré-campagne, la pré-campagne à Niamey. Oui, après le coup d'État contre Bédier, si je ne me trompe pas, bon, enfin, ça date, mais les événements se chevauchent un peu dans mon esprit, mais c'est des choses qui m'ont marqué. Et quand il est arrivé, qu'il a fait vraiment, c'est vraiment, le président Ouattara, c'est un précurseur, hein. C'est quelqu'un qui est toujours le premier à faire quelque chose. Et il a toujours une longueur d'avance à travers les actions qu'il pose. Et c'est quelqu'un qui a une dimension qui fait que il a une bonté en lui-même qui fait que Dieu même lui facilite beaucoup les choses dans sa façon de voir les choses. Et nous-mêmes, parfois, on est dans l'incompréhension face à ces actions. Mais pendant ce mois que nous sommes en train de vivre, enfin pour ceux qui le vivent, quand on se réfère un peu aux commentaires de la vie des envoyés de Dieu, et parfois, moi je retrouve un peu les traits de caractère du président dans les actes, dans les actions et dans les décisions prises, par exemple, par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Je me réfère, par exemple, quand il allait rencontrer le prophète, et la paix et la bénédiction de Dieu sur lui il voulait faire le pèlerinage parce qu'il était en asile à Médine et qu'il a envoyé ses émissaires aller parler, je crois que c'était Ousmane Bounafane, qu'il a envoyé aller parler avec les Mécois. Et ceux-là, ils ont accepté, mais je crois qu'ils avaient posé une condition qui était qu'eux, ils ne le reconnaissaient pas en tant qu'envoyé de Dieu. Le traité de Débia. Merci pour le traité de Débia. Et là, ils ont demandé à ce qu'il enlève le fait que lui le Mohammed, mais il n'est pas envoyé de Dieu. Et je crois que c'est le calife, son disciple Ali qui ne voulait pas enlever cela, et le prophète, il a enlevé. Il a enlevé le truc envoyé de Dieu, pourtant intimement, en lui-même, il savait qu'il était vraiment l'envoyé de Dieu. Mais, en fait, je dis ça pourquoi? Parce que toute l'injustice que le président Ouattara a subie, et qu'il a cette gratitude, cette grandeur d'âme, est capable de se surpasser pour pardonner à tous ceux qui lui ont fait du mal. Et il est conscient que si lui il était à leur place, il y a longtemps, on parlait de lui au passé. Et parfois, nous, on n'arrive pas à comprendre. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la force du président Ouattara. À chaque fois, et malgré toutes les bonnes actions qu'il pose, et que ses adversaires, ses ennemis, continuent encore de vouloir son mal, mais il y a cette protection divine-là qui lui permet d'avancer. Et je pense que parfois, eux-mêmes, ils se demandent, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Rappelons-nous un peu de ce qui s'est passé en 2000. On en a parlé, ça a été vraiment aussi l'occasion de cette belle rencontre-là entre nous ici. Et je pense quand même qu'il y a des choses qui se sont passées qui étaient vraiment de l'autre, ça dépassait même l'entendement même de notre entendement. Parce que honnêtement, on se posait des questions.
est-ce que le pays n'allait pas brûler? Est-ce que le président n'allait pas perdre son pouvoir, tout et tout? Parce que l'opposition s'était vraiment préparée. Mais Dieu a facilité les choses. Parce que il sème le bien autour de lui. Parce qu'il crée les conditions pour notre épanouissement. Et il a réussi son combat. Il a réussi son combat. Toutes ces gesticulations, tout ce folklore autour de lui, en train de chercher à le déstabiliser, il a dépassé cela. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose, c'est du factuel, mais il est au-delà de ça. Et ça, je pense que aujourd'hui, il a réussi son combat parce que il est bon, foncièrement bon. Et il est dans la vérité, il est dans la lumière. Voilà pourquoi le président Ouattara, il va réussir, et il a réussi, et il continuera à réussir. Parce que, je vous ai dit, mon fils de à peine, il vient d'avoir 11 ans, mais il a dit, papa, le président Ouattara, il est un bon père. Et je vous dis, ça m'a tellement surpris, tellement que ça sort de lui, mais je me demande, mais comment lui il sait? Bon, ça, lui aussi, il a sa particularité, je ne rentrerai pas dans certains détails, mais ça m'a scotché, quoi. Et je me demande comment un enfant de 11 ans qui m'écoute comme ça, vaguement, comme ça, quand je parle ou quand j'écoute nos émissions, lui dit, il a senti quelque chose. Il a senti quelque chose. Voilà, c'est pas que son travail, c'est pas que son génie, c'est aussi parce qu'il est bon. C'est aussi parce qu'il aime son prochain. Souvent, on se demande, est-ce qu'il n'aime même pas plus même ses ennemis même que ses partisans? Mais je veux dire, c'est le caractère des hommes bons, des hommes qui ont une mission. On a tous une mission, mais il y en a leur mission là, c'est au-delà des autres. Mon grand-oncle, j'ai vu le grand président assis en tout blanc, dans un confort un peu comme quand on est au village, mais il est affaissé il est accoudé, on va dire, dans un endroit, mais qui sent la sérénité, en tout blanc, avec un chapeau blanc, il est habillé en tout blanc, c'est-à-dire qu'il a la sérénité d'un président, d'un roi qui a fini son travail et qui ne fait que admirer son œuvre de son vivant. Mon grand-oncle Apa Oufo-Boigny, moi je ne connais pas beaucoup de personnalités en Côte d'Ivoire qui peuvent se lever leurs doigts comme ça pour être fiers de leur parcours. Vraiment. Et cet homme-là, il faut lui rendre hommage. Il faut lui rendre hommage parce qu'il mérite cela, parce que c'est quelqu'un qui nous aide à nous transcender. Regardez la fierté qu'il nous a donnée. Comment lui, il savait qu'il n'y a pas 203? Comment il savait que la canne là, voyez comment il nous rassure, il nous laisse dans le positif, il nous met en confiance. Alors que ce n'est pas des obstacles. On a perdu la canne en 2012. Il était au stade. Ça nous a fait très mal. On aurait tellement aimé que notre grand capitaine Didier Drogba soulève cette canne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'échec. Mais il a un esprit positif. Positif. Je pense que le président Ouattara est une école. Le président Ouattara, c'est une bibliothèque. Le président Ouattara, c'est toute une vie. C'est une existence réussie. Là, c'est juste le parachèvement seulement avec le quatrième mandat, le deuxième mandat de la... Bon, laissons tout ça. Le quatrième mandat, bien, il va faire. Et il faut qu'on l'accompagne avec ça
de telle sorte qu'ils puissent à jamais être gravés dans nos mémoires, dans l'histoire du renouveau de la Côte d'Ivoire. Nous, on a connu le temps de la refondation, mais on a vu que c'était pas une refondation, hein, c'était un éboulement total. C'était un effondrement total avec des gens qui n'étaient pas au niveau. Le président même qui cherche ses mots, en train de tourner ses yeux globuleux, en train de chercher ses mots dans le ciel, ne sait pas de quoi il s'agit, il ne maîtrise pas le dossier, il ne maîtrise rien, il vient, quand on lui pose une question, mais vous savez, toujours des proverbes à la con, des boutades à la con, vous savez, c'est pas parce qu'il y a un gardien devant la porte que les voleurs ne peuvent pas rentrer. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a les pompiers que le feu ne peut pas prendre la maison. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi? Vraiment, on vient de loin, mais Dieu aime la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aime les Ivoiriens aiment les autres. Dieu protège la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont des gens ouverts d'esprit. Dieu aime la Côte d'Ivoire parce que Dieu a toujours donné des grands présidents comme Houphouët-Boigny et comme Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi un grand homme, il a besoin aussi d'adversité. Le président Ouattara, je l'ai dit tantôt, il excelle dans l'adversité. Il aime ça. C'est quelqu'un qui, vous le voyez comme ça, il est pugnace. Il aime aller au combat. Mais ce n'est pas le combat physique, le combat de l'esprit et de l'intelligence. Je vous assure que ce monsieur-là, c'est comme un homme qui est dans un laboratoire en train de faire des essais scientifiques sur les souris. Je vous jure. Voyez, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tout ce bonheur qu'il est en train de nous donner, c'est quelque chose qui a été déjà prévu. Quand il a décidé d'organiser la CAN, il sait toujours ce qu'il fait. Et mon grand-père, tu le dis souvent, il est très méticuleux. Le grand, notre cher Feu Ahmed Bakayoko le disait aussi. C'est quelqu'un de très pointu et de très méticuleux qui fait attention à tous les détails. Vous voyez que le président a pris des milliards pour mettre dans la canne comme ça. S'il ne savait pas qu'on avait au moins 80% de gagner. Tu le dis, l'être humain, le vrai, avec grand H, c'est quelqu'un qui sait évaluer. Le président, il a évalué tout ça. Quand il crée le stade, quand il crée les conditions, quand il fait venir tout le quota mondain en Côte d'Ivoire, quand il fait venir tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de bien pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et comme c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bon, forcément, il y a l'embellissement aussi qui va avec. Parce que lui-même, il aime le bien. Vous voyez, on sort des chansons, on reçoit des famous qui viennent, des célébrités qui viennent, on reçoit des gens et on a des jeunes, comme l'Ivoirien a un esprit créatif, toujours dans l'humour et dans la bonne humeur, on sort une chanson coup de marteau qui devient un hymne interplanétaire, une chanson qui est aimée et dansée partout. Ça fait que la Côte d'Ivoire rayonne. Et ça, malheureusement, ça ne plaît pas à des sorciers, des sorciers, des jaloux aux yeux rouges, de la sorcellerie qui nous parle d'endettement. Venons-en à l'endettement, mon grand-oncle. Il paraît que la Côte d'Ivoire est endettée. Bon, vous savez, moi je vais donner un truc simple. On est au quartier ensemble. Moi, je fais mon commerce et j'ai un peu d'argent. Non, moi, j'ai pas un peu d'argent. Mon grand-oncle qui fait son commerce, il a un peu d'argent. Il vient, moi j'en ai besoin parce que j'ai envie de faire une petite cabine pour faire les appels téléphoniques, comme au temps de l'autre vaurien là. Il n'y avait que ça. Tous les étudiants faisaient que ça. Et puis, moi je vais voir mon grand-oncle, j'ai dit, mon grand-oncle, prête-moi 50 000 francs, je vais faire mon taxiphone. Et puis je vais te rembourser ça en 60 000. Tu dis, ok, tu me donnes ça, tu me donnes un délai. Au bout d'un an, je viens, je te dis, mon grand-oncle, vraiment, là, moi, j'ai pas pu payer, mais est-ce que tu peux encore me donner? Non, mon grand-oncle, tu vas réfléchir à deux fois, tu vas dire, mon frère, on n'a qu'à rester comme ça, on n'a qu'à rester comme ça parce que les 60 000 francs, je t'ai donné un an, tu n'as pas pu me rembourser. Et puis j'ai dit, non, mon grand-oncle, donne-moi. Tu dis, non, on n'a qu'à laisser comme ça.
Donc, tu n'es pas bête, tu ne vas pas venir dire non, bon, ok, c'est pas grave. C'est vrai que tu ne m'as pas donné les 60 000 francs que tu m'avais promis, mais je vais te donner encore 70 000 francs, prends ça pour toi. Non, non. Ça va, je parle pour que nos frères du ghetto comprennent. Quand on vous raconte que le pays est endetté, là, quand on leur demande de donner la liste des pays les plus endettés en Afrique, là, ils ne peuvent pas parler de ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. Je vois, il y a un vieux blanc retraité là-bas qui se nourrissait à la présidence au temps de l'effondrement. Ce n'était pas refondation, c'est effondrement. Lui, il s'appelle Oudin. C'est quelqu'un qui a mangé l'argent de Côte d'Ivoire, qui avait des entrées au palais présidentiel là-bas. C'était le nouveau De Gaulle de l'effondrement de soi-disant refondation là. Maintenant, là, il est devenu aigri parce que son bon petit qui mettait la cuillère en or dans sa bouche là. Après le bagne, il est venu s'asseoir, il est retourné à son état naturel, c'est-à-dire opposant. Et il est aigri, il raconte des conneries, endettement. Nous, on a un économiste qui a géré le FMI. Vous croyez que les Blancs lui donnent l'argent parce qu'ils sont gaou. Vous avez vu Blanc, son affaire d'argent, comment ils gèrent ça. S'ils sont premiers là, c'est parce qu'ils savent comment gérer l'argent, ils ne jouent pas avec ça. Mais pourquoi ils lui donnent l'argent? Donc arrêtez de nous distraire, vous ne pouvez pas nous distraire. Parce que vraiment, je pense que quand tu es un vaurien là, c'est pas de la faute du premier de la classe. Si tu vaux rien, tu vaux rien. Le premier de la classe n'a rien à voir dedans. Ta jalousie là, ça ne peut pas changer les choses. Donc voilà quoi. Moi je pense que ceux qui écoutent ce genre de discussion, ceux qui écoutent ce genre de discours à la con, et puis il n'a même pas honte de dire que lui il a laissé 7 000 milliards. Mais toi tu dis tu parles d'endettement, tu parles que la Côte d'Ivoire est endettée. Pourquoi toi tu as laissé 7 000 milliards? Bon, après, vous savez, il y a toujours je pense que ce sont simplement des ignorants qui se nourrissent qui nourrissent leur ignorance de la haine de l'autre. C'est tout. De la haine de l'autre. Mais au lieu de haïr les autres, là, regarde comment il fait, et puis il faut faire la même chose pour t'en sortir. C'est pas plus compliqué. La Côte d'Ivoire est un pays qui est ouvert, c'est un pays libéral. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Si tu n'es pas ivoirien, tu viens en Côte d'Ivoire, là. Il faut savoir ta place. Et puis cherche ton argent. Quand tu gagnes ton argent, si tu veux t'intégrer, il y a des voies et moyens pour t'intégrer. Sinon, quand tu gagnes ton argent, on voit ici les gens du Niger, là, les Haoussa là qui sont là. Ils ne construisent rien en Côte d'Ivoire, mais ils se font de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais quel Ivoirien peut aller faire ça chez eux là-bas? Mais c'est ça aussi qui fait aussi notre force. Parce que nous sommes des gens hospitaliers là. C'est pour ça que notre président a fait la canne de l'hospitalité. Donc vraiment, il faut qu'on arrête un peu. Donc le tribalisme là, ça va vous perdre. Ça va forcément vous perdre. Donc il faut vraiment qu'on essaye de comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants et la Côte d'Ivoire a besoin d'être unie autour du président. Quant aux échéances de 2025, donc, moi, je pense que tu as tellement tout dit. Le PDCI aujourd'hui, c'est un parti qui est perdu. C'est un parti perdu parce que vous savez, dans la vie, quand on veut aller loin, on s'assoit à un moment donné de sa vie, on fait son bilan. Alors, l'autre, c'est Nini Boudoumé n'a jamais fait son mea culpa, ils n'ont jamais fait un bilan. Vous savez, une personne dans sa vie qui, à un moment donné de sa vie, il ne s'assoit pas pour faire un peu un check-up, pour faire un peu un récapitulatif de sa vie. Vous dites, bon voilà, de telle période à telle période, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté, où j'en suis. Mais lui, il continue seulement, il va. Ça dit que tant que lui, il vit, quand il mange, il respire, lui, il va seulement. Voilà la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui cette opposition, cette soi-disant opposition ivoirienne. Des gens, je ne sais pas qui leur a mis dans leur esprit qu'ils sont mieux que tout le monde. C'est-à-dire, eux, ils sont capables de nous envoyer même un martien de la planète Mars
le naturaliser ivoirien, et puis lui, et puis c'est normal, eux n'ont rien à se reprocher. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le cas qui est là. Voilà des gens qui ont tué à leur époque, qui ont tué les CEDEAO. Voilà des gens qui ont massacré tout ce qu'ils appelaient Djoula. Jusqu'à même le président Ouad a dit que un Sénégalais est mieux en Europe qu'en Côte d'Ivoire. Mais c'est comme si tout ça là, ça n'avait jamais existé. C'est comme si tout ça là, c'était normal. Et puis, avançons seulement. Quelqu'un qui est arrivé à l'aéroport, dès qu'il est descendu non seulement, il a tapé. Mesdames et messieurs, vous nous excusez, on a perdu le grand maître. Allô? Oui, alors on est là, on vous écoute. D'accord, mon grand-oncle. Donc, je disais, encore Dieu merci, un homme qui est descendu d'avion, après son séjour carcéral, il est descendu d'avion, nous a montré qu'il n'avait pas changé. Parce que la prison, ça peut assagir. La prison, ça peut rendre fort. La prison, ça peut soulager les peines et les douleurs. On peut renaître de la prison. Mais quand lui, il est revenu là, c'est-à-dire, il a repris les mêmes choses. À l'aéroport même, il a répudié sa femme. Ça veut dire quoi? Il a chassé sa femme. Regardez hein, ce genre de personnes-là. Quand on était petit, on a vu le même comportement là dans les quartiers. Hein. C'est eux qui avaient, chaque 5-6 mois, ils avaient une nouvelle femme. On a vu ça ici. Et puis ils étaient tout le temps au baron bar là-bas de pour entrer danser seulement. Au lieu là-bas. C'est le même comportement là qu'ils ont pris pour gérer le pays. C'est le même quelqu'un qui sort, toi qui es président de la République, qui dit que les jeunes brouteurs ils sont en train de rembourser la dette coloniale. Voilà pourquoi ça a donné tout. Voilà pourquoi ça a donné. Donc ça là, ce travail là, pour que ça puisse, pour que ce travail là puisse être nettoyé par le président, ça va mettre du temps. Et des gens comme ça, aujourd'hui, c'est eux qui veulent se donner ils veulent se faire passer pour des donneurs de leçons. Maintenant, moi, je vais dire, nous, on a connu un vrai, mon grand-père, je vais finir avec ça. On a connu un vrai guerrier, un vrai patriote qu'on appelait Titi la compétence. Mais lui, il est le contraire de Titi l'incompétent. Mon grand-oncle, ce que tu as dit là, c'est ça qui est la vérité. Il y a des gens qui sont pleins d'orgueil, qui sont imbus de leur personne, qui sont suffisants, qui croient que leur tête là touche le ciel, qui veulent se faire passer pour des donneurs de leçons. Dans un pays, on sait que les enjeux et les ambiguïtés politiques sont très, 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 très profondes. Mais ils n'ont qu'à rester dans leur imaginaire là. Ils n'ont qu'à compter sur leur maître français et européen. Mais la réalité du terrain, là, elle sera très, 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 très fatale, très cruelle pour eux. Parce que dans la vie, là, il faut apprendre, il faut être humble, il faut descendre. Quand on veut, tu peux pas croire que tu es en haut et puis rester en haut. Il faut descendre en apnée dans les profondeurs pour pouvoir bien remonter. C'est ça. Mais quand on vient, parce qu'on est le fils d'eux, parce qu'on a toujours sous-estimé les autres, parce qu'on est né, soi-disant de la famille de Fauboigny, la vérité, le terrain là, c'est le seul juge. Comme on dit, on voit le vrai maçon qu'au pied du mur.